Donc, rebonjour. Donc, nous allons débuter la première session qui concernera les analyses sur la clinique et les critères de diagnostic du syndrome fibromyalgique. Donc, je vais vous présenter, comme promis, les experts qui vont intervenir lors de cette section. Donc, il y a tout d'abord Jean-Jacques Dubost, qui est rhumatologue et qui exerce au CHU de Clermont-Ferrand. Puis interviendra Hélène Bastugy, qui est psychiatre mais surtout spécialiste du sommeil et qui travaille en tant que clinicienne à l'hôpital neurologique de Wertheimer, mais aussi en tant que chercheur au centre de recherche en neurosciences de Lyon dans l'équipe Neuropain, intégration centrale de la douleur chez l'homme. Sophie Baudic, suite à Hélène, interviendra. Donc Sophie est neuropsychologue. Elle travaille à l'INSERM dans une unité de recherche sur la physiopathologie et pharmacologie clinique de la douleur à Boulogne-Billancourt. Et la session sera terminée par Elisabeth Fournier-Charrière, pédiatre ici à Paris à la PHP et qui exerce au CHU Trousseau-Bicêtre, mais aussi dans le centre d'études et de traitement des douleurs et de la migraine chez l'enfant, donc à Paris. Juste une petite précision, vous voyez que j'ai pas mon masque, c'est parce que je parle, mais bien évidemment, nous, respectons les règles sanitaires de port de masque et de distanciation physique lorsque le masque est ôté pour quand même vous puissiez nous écouter convenablement. Voilà, je laisse la parole à Jean-Jacques pour débuter cette première session et cette restitution d'analyse. Merci. Donc, comme on l'a dit, la fibromyalgie, c'est un syndrome qui est constitué de symptômes d'intensité modérée à sévère, d'évolution chronique, et qui comprend donc des douleurs diffuses avec une sensibilité à la pression, et puis qui est associé à de la fatigue, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs et de multiples plaintes somatiques. Et dans la population, en fait, ces symptômes forment un continuum de peu à beaucoup et de léger à sévère. Il y a beaucoup de symptômes dans la fibromyalgie et certains de ces symptômes sont l'élément essentiel de certaines entités qui ont leurs propres critères diagnostiques, comme par exemple le syndrome de fatigue chronique ou le syndrome de l'intestin irritable ou les céphalées de tension ou les dysfonctionnements temporomandibulaires. Or, toutes ces entités sont actuellement regroupées sous le terme de syndrome de sensibilisation centrale. Et toutes ces entités ont une forte tendance à s'associer entre elles et avec la fibromyalgie. Mais ce ne sont pas des diagnostics différentiels de la fibromyalgie. Et puis la fibromyalgie, elle peut s'associer à différentes maladies chroniques, notamment des rhumatismes inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde ou les spondyloarthrites, ou bien des maladies auto-immunes comme le lupus ou le syndrome de Gougerot-Sjögren. Et cela a des conséquences. La première, c'est que quand on fait un diagnostic de fibromyalgie, ça n'exclut pas une autre maladie associée. Et puis d'autre part, c'est qu'une fibromyalgie associée, ça peut perturber l'évaluation de l'activité du rhumatisme. Et ça peut conduire à des inflations thérapeutiques injustifiées. Et donc, quand l'évolution d'un rhumatisme sous traitement n'est pas celle qu'on attend, il faut rechercher une fibromyalgie associée qui perturbe l'activité. Ces fibromyalgies concomitantes, elles ont une symptomatologie qui est tout à fait identique à la fibromyalgie primitive. Mais ça pose des problèmes particuliers. Et puis, il n'est pas exclu que la physiopathologie soit différente. Et donc, c'est tout à fait légitime d'individualiser ce sous-groupe. Alors, il y a beaucoup de facteurs d'hétérogénéité de la fibromyalgie. L'âge, et on parlera des fibromyalgies juvéniles, le genre, la sévérité, s'il y a des facteurs déclenchants comme les fibromyalgies post-traumatiques, les fibromyalgies concomitantes ou associées à d'autres syndromes de sensibilisation centrale, ou bien des fibromyalgies associées à l'anxiété ou à la dépression, ou associées à des neuropathies des petites fibres, etc., etc. Et la littérature, en fait, elle prend peu en compte cette hétérogénéité, parce qu'elle se focalise surtout sur les formes les plus sévères, vues en milieu hospitalier. Mais en fait, il faut prendre en compte cette hétérogénéité dans le parcours de soins. Et si les prises en charge multimodales, interdisciplinaires, dans les centres spécialisés, cette prise en charge,
elle concerne essentiellement les formes les plus sévères de fibromyalgie. Mais la très grande majorité des patients qui ont une fibromyalgie sont pris en charge par le médecin traitant et qui peut s'appuyer sur différentes spécialités, le rhumatologue, notamment à l'étape du diagnostic, ou bien les spécialistes de la douleur pour la prise en charge. Et puis, les pédiatres insistent sur le rôle potentiellement iatrogène de poser un diagnostic de fibromyalgie chez l'enfant. Et bien, ça existe également chez l'adulte. Et il peut arriver qu'un médecin fasse un diagnostic de fibromyalgie, mais sans le donner à son patient. Et notamment dans des formes récentes ou dans des formes peu sévères. Et ça n'empêche pas d'avoir une prise en charge tout à fait optimale. Donc en fait, il y a une grande hétérogénéité avec un spectre de sévérité très variable et de retentissement sur le handicap également très variable. Et on a besoin de mieux connaître les sous-groupes de fibromyalgie pour mieux les caractériser, pour adapter la prise en charge et pour améliorer les connaissances. Alors, il n'y a aucun gold standard pour le diagnostic de fibromyalgie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun signe clinique ou aucun examen complémentaire qui est spécifique du diagnostic. Donc, en fait, on cède beaucoup de critères. Alors, les critères sont là pour les critères de classification, pour avoir des populations homogènes à inclure dans des essais de recherche clinique notamment, et puis pour harmoniser les prises en charge. Les critères les plus célèbres sont ceux de l'American College of Rheumatology, notamment l'ACR 90. Alors les critères ACR 90, ils comprennent d'une part l'existence de douleurs diffuses et puis des points douloureux à la pression dans les zones prédéfinies. Ils ont été très utilisés, mais on leur fait deux grands reproches. Le premier, c'est que les points douloureux à la pression, c'est peu reproductible. Et puis, les femmes sont plus sensibles aux douleurs à la pression, ce qui peut entraîner une surreprésentation du genre. Et puis, la deuxième grande critique qu'on peut faire, c'est que ces critères ne prennent pas en compte la fatigue, les troubles du sommeil, les troubles cognitifs qui sont si fréquents. C'est pour ça que 20 ans après, toujours à l'initiative de Wolf, deux nouveaux critères ont été proposés. Ce sont les critères ACR 2010 qui ont été modifiés en 2011 et révisés en 2016. Alors ces critères, ça comprend d'une part un index de douleur diffuse, c'est-à-dire des zones où le patient a eu mal et pas des douleurs provoquées à la pression. Alors il y a 19 zones, on a donc un index qui va de 0 à 19. Et puis il y a un score de sévérité de 3 symptômes, la fatigue, se réveiller fatigué, c'est-à-dire un sommeil non récupérateur, des troubles cognitifs, et puis la présence ou non de 3 autres symptômes, des maux de tête, des douleurs abdominales et une dépression. Et on a donc un score de sévérité qui va de 0 à 12. Alors ces critères, ils peuvent être remplis par le patient. Et ce sont des critères de classification comme les critères ACR 90. C'est-à-dire qu'ils sont utiles pour des études épidémiologiques ou bien pour des travaux de recherche. Mais ces critères, ils peuvent également être remplis par le médecin. Et alors, ça devient de véritables critères diagnostiques qui peuvent être utilisés en pratique courante. Et puis, ces critères, ils ont un aspect quantitatif. C'est-à-dire qu'on peut calculer un score de sévérité de la fibromyalgie, le FS, qui est la somme de l'index de douleur diffuse, qui va donc de 0 à 19, et puis du score de sévérité des symptômes, qui va de 0 à 12. Et on a donc un score qui va de 0 à 31, et ça permet un suivi du patient. Alors, une grande reproche qu'on fait à ces critères, c'est surtout leur complexité. C'est pour ça qu'il y a perpétuellement de nouveaux critères qui sont proposés. Et les derniers en date, c'est les critères de l'AAPT, qui ont été faits notamment par la Société américaine contre la douleur. Alors, ils sont plus simples, mais pour le moment, on ne sont pas validés. Les premières études semblent montrer qu'ils permettent d'inclure plus de patients parce qu'ils incluraient des patients qui ont des formes moins sévères. Et puis à côté de ces critères, il y a d'autres outils qui peuvent être utiles, notamment des outils de dépistage comme le questionnaire FIRST. FIRST, c'est un questionnaire qui a été créé par le Cercle de la douleur en rhumatologie. Il comprend 6 questions. C'est français, c'est très simple, c'est très rapide et c'est tout à fait pertinent.
Donc actuellement, les critères qui font référence, ce sont les critères ACR 2016 qui ont supplanté les critères ACR 90. Mais quand on change de critères, ça peut avoir un certain nombre de conséquences. Alors, ça n'a pas tellement eu de conséquences sur la prévalence de la fibromyalgie, qui est à peu près comparable, mais ça a beaucoup modifié le sexe ratio. Et on est passé, par exemple, d'un rapport d'à peu près de plus de 10 femmes pour un homme avec les critères ACR 90 à 2 à 3 femmes pour un homme avec les critères 2016. Et ça laisse un peu des doutes quand on veut faire des projections sur les résultats des études faites avec les critères ACR 90. Alors en fait, en pratique, eh bien, il semblerait que les médecins utilisent assez peu les critères en pratique courante. Alors, il y a une étude au Canada notamment qui a montré que les médecins préfèrent souvent utiliser leur perspicacité clinique plutôt que les critères diagnostiques. Donc il faudrait certainement vérifier l'acceptabilité de ces critères diagnostiques par les professionnels de santé. Et si l'acceptabilité est mauvaise, de savoir pourquoi. Est-ce que parce que c'est trop long, trop compliqué ou peu pertinent? Et puis je voudrais dire un mot sur le devenir à long terme de la fibromyalgie. En fait, on a assez peu d'études. Sur la mortalité, on dispose d'une étude qui a été réalisée aux États-Unis sur plus de 8000 patients, avec 539 patients qui étaient décédés. Eh bien, ça montre qu'il n'y a pas de surmortalité par rapport à la population générale, mais qu'il y aurait davantage de décès par suicide et par accident. En fait, cette étude a été réactualisée, c'est tout à fait récent. Et quand on prend le sous-groupe de patients qui répond aux critères ACR 2016, eh bien on s'aperçoit qu'il y a quand même une surmortalité, mais qui est très faible. Et puis il y a une autre étude qui a été réalisée en Finlande sur plus de 8000 patients, qui montre également qu'il n'y a pas de surmortalité si on ajuste pour le tabac, l'alcool, la dépression et l'indice de masse corporelle. Mais il faut être très vigilant sur ces facteurs de risque qui semblent plus fréquents dans la fibromyalgie. Alors, en ce qui concerne le devenir fonctionnel, là encore, on a peu d'études. On a essentiellement une étude américaine sur plus de 1500 patients qui a été suivie jusqu'à 11 ans avec un suivi moyen de 4 ans. Et ça montre que globalement, la sévérité a plutôt tendance à s'améliorer dans le temps. Mais en fait, ça montre surtout qu'il y a de très grandes différences à l'échelon individuel. Et globalement, on peut dire qu'il y a environ 10% qui ont une amélioration très franche et prolongée. Il y a environ 15% des patients qui voient une amélioration modérée. Et puis un tiers des patients où les symptômes s'aggravent. En fait, donc, ce qu'on peut dire, c'est que des rémissions prolongées et de bonne qualité sont tout à fait possibles. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est l'aspect très fluctuant de la symptomatologie dans le temps. En fait, on a un grand besoin d'études à long terme pour mieux connaître l'évolution spontanée et l'efficacité à long terme des prises en charge, notamment par un suivi longitudinal. Alors le plus simple déjà, ça serait peut-être d'intégrer la fibromyalgie dans les grandes cohortes de population existantes. Voilà, je vais passer la parole à Hélène. Merci. Alors, en ce qui concerne les troubles du sommeil, comme Jean-Jacques vous l'a dit, c'est très fréquent dans la fibromyalgie puisque c'est entre 2/3 à presque 100% des patients qui peuvent se plaindre de leur sommeil. Alors, il y a eu des études objectives du sommeil qui ont montré effectivement une diminution de l'efficacité du sommeil qui se caractérisait par une augmentation de l'éveil à l'intérieur du sommeil, en moyenne d'une quinzaine de minutes, un sommeil plus court de 25 minutes, un sommeil moins profond, c'est-à-dire avec moins de sommeil profond récupérateur sur le plan physique, et donc une moindre efficacité du sommeil.
Mais ce qui a été trouvé aussi, en comparant les données objectives des enregistrements de sommeil avec le ressenti subjectif par agenda ou questionnaire, c'est qu'il y avait un certain degré de mauvaise perception du sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, une différence, que si par exemple on a eu l'impression d'avoir dormi que 6 heures, en fait, l'enregistrement de sommeil va montrer qu'on en a dormi 7 par exemple. Ces différences que l'on a trouvées dans la fibromyalgie ne sont pas du tout spécifiques à la fibromyalgie. Ces troubles du sommeil peuvent se rencontrer dans d'autres contextes de syndrome douloureux ou non. Néanmoins, il faut noter qu'il y a quand même, de façon non négligeable, des troubles du sommeil spécifiques que l'on peut rencontrer dans le cadre de la fibromyalgie. C'est le cas du syndrome des jambes sans repos, c'est-à-dire ces impatiences dans les membres, le plus souvent les membres inférieurs qui surviennent dès qu'on est au repos et qui fait que du coup on a du mal à trouver sommeil ou à retrouver le sommeil si on s'est réveillé pendant la nuit. Puisque vous voyez que d'après les études, c'est entre 23 et 64% des patients qui peuvent présenter ce syndrome. Et ce syndrome a des possibilités thérapeutiques particulières qui peuvent l'améliorer. Et puis l'autre trouble spécifique du sommeil qu'on rencontre de façon non négligeable dans la narcolepsie, c'est le syndrome d'apnée du sommeil, puisque c'est 45% des patients. Et les apnées ont bien sûr un traitement spécifique qui vont, comme pour le syndrome des jambes sans repos, améliorer le sommeil et donc améliorer également la fibromyalgie. Donc la recommandation, c'est de bien prendre en charge de manière adéquate les troubles avec traitement possible. En ce qui concerne les troubles de l'humeur ou de la santé mentale, eh bien là encore, d'après les études, on trouve que 60 à 80% des patients fibromyalgiques souffrent de troubles anxio-dépressifs. Ils se scorent de façon plus élevée, donc 1 fois 3, comparé à des contrôles ou à des patients avec d'autres formes de douleurs chroniques. Il y a de rares études suggérant un risque suicidaire plus élevé par rapport à celui de la population générale, mais je ne suis pas sûre que ce soit si différent d'autres syndromes douloureux chroniques. Et ce qui est important, c'est que la fibromyalgie est en général évaluée par le patient comme beaucoup plus sévère en termes d'intensité de douleur et de qualité de vie si c'est associé à une forte anxiété ou à une dépression. Alors, de façon un peu plus anecdotique, il existe aussi d'autres symptômes qui ont été rapportés, des épisodes maniaques, qui seraient, semble-t-il, assez fréquents, entre 50 et 71%, mais je crois qu'il faudra plus d'études pour en être sûr. On a aussi rapporté l'alexithymie. L'alexithymie, c'est un trouble où on a en fait des difficultés à reconnaître et à gérer les émotions. Donc c'est une piste intéressante. Et puis également des troubles sexuels qui sont associés à l'anxiété. La recommandation est qu'il est vraiment important de bien différencier des symptômes dépressifs et une dépression caractérisée. Parce que ce n'est pas du tout la même chose de répondre à un questionnaire en cochant un certain nombre d'items qui font penser que ça pourrait être une dépression et d'avoir une vraie dépression caractérisée qui va être évaluée par un psychiatre. Parce que la prise en charge n'est pas du tout la même. S'il y a une vraie dépression caractérisée, il faut une prise en charge de cette dépression et sinon, on n'en tient pas compte de la même façon. Et puis, finalement, quand on essaye de regarder les relations entre douleur, sommeil et santé mentale, on voit qu'il y a des interactions étroites dont la physiologie est encore mal connue. Vous voyez au milieu que la douleur chronique et les troubles du sommeil interagissent entre eux. Le mauvais sommeil va favoriser la douleur et la douleur va favoriser le mauvais sommeil. Les deux peuvent être en interaction avec les symptômes dépressifs en bas. Plus on est dépressif et triste, plus on va avoir du mal à gérer nos douleurs. De la même façon, plus on est dépressif et triste, plus on va avoir des troubles du sommeil. Et moins on dort bien, plus on va avoir tendance à être un peu dépressif.
Le tout au-dessus est favorisé par les facteurs de stress, quel que soit le type de stress, qui peut favoriser les douleurs chroniques et les troubles du sommeil. Et puis, enfin, a été rajouté en haut à droite le problème de la vulnérabilité aux troubles du sommeil. Vous avez vu que dans la douleur chronique, comme dans la fibromyalgie en particulier, tout le monde, malgré tout, n'a pas de véritable trouble du sommeil. Et là, il y a peut-être un aspect génétique qu'il faudrait pouvoir caractériser. Je vais passer la parole à Sophie Baudic. Alors, je vais introduire mes propos sur l'atteinte cognitive du patient atteint de fibromyalgie par une définition. Alors, elle concerne les fonctions cognitives. Donc, celles-ci peuvent être caractérisées par un ensemble de processus mentaux par lesquels un organisme va acquérir de l'information sur son environnement et puis les élaborer de manière à réguler son comportement. Au nombre des fonctions cognitives, vous avez la mémoire, l'apprentissage, le langage, le raisonnement, la prise de décision, l'attention, mais cette liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Quand vous parcourez la littérature, vous avez deux grandes catégories de tests d'outils qui permettent d'évaluer l'atteinte cognitive. Tout d'abord, les autoquestionnaires de plainte. Donc ça peut être des plaintes concernant la mémoire, l'attention, mais aussi d'autres compétences cognitives. Ces autoquestionnaires, bien sûr, sont basés sur le jugement de la personne qui complète ces questionnaires. Et puis à côté, vous avez l'autre catégorie d'outils qui est les tests neuropsychologiques qui évaluent une performance. Et cette fois-ci, on demande à la personne de compléter des tests et la personne ou la performance est évaluée par un tiers. Alors, parmi les patients atteints de fibromyalgie, 75% des patients ont une plainte. Cette plainte, elle porte sur des difficultés de concentration, oubli, trou de mémoire, et puis une réduction de la clarté mentale qui peut être, ou même des fois ça va jusqu'à la confusion mentale, qui peut être définie comme des difficultés à trouver ses mots, une réduction de l'affluence verbale, des difficultés à penser, à raisonner, et puis ces personnes vous disent qu'elles ont le sentiment de vivre la vie à travers un brouillard. C'est pour cette raison qu'on a appelé cette plainte fibrofog. Alors, il y a un écart important entre l'évaluation subjective et la performance au test neuropsychologique dans certaines publications. Il y a différentes raisons à cela. Tout d'abord, quand on parle d'écart, il y a c'est-à-dire que en général, la plainte est majeure et les performances cognitives sont de moindre intensité, ce qui est assez étonnant si on tient compte si on mesure si on compare les performances objectives, les performances au test neuropsychologique par rapport à la plainte. Donc, différentes hypothèses ont été mises en avant pour expliquer cela. Ça peut être un trouble de la métacognition, c'est-à-dire une difficulté pour les personnes à évaluer de manière adéquate leur fonctionnement cognitif, mais ça peut être lié aussi à des biais méthodologiques, c'est-à-dire que les tests cognitifs sont beaucoup plus restrictifs que les autoquestionnaires qui, eux, évaluent l'individu en situation de vie quotidienne. Alors, une voie d'entrée pour essayer d'expliquer cet écart et cette absence de corrélation entre la plainte cognitive et les performances au test neuropsychologique, c'est peut-être un défaut au niveau de la métacognition et il est important
ça peut être une voie d'entrée pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, la deuxième partie de la littérature, plus importante, bien sûr, c'est focalisée sur les performances aux tests neuropsychologiques. Les études présentent des biais méthodologiques majeurs, notamment il y a la taille des effectifs est inférieure des fois à 30. Il y a différents tests qui sont déclinés à partir d'une version, mais ces différentes formes ne sont pas validées. Donc ça donne lieu à des résultats contradictoires, mais on a pu établir un consensus au niveau des résultats de la littérature. Effectivement, il y a plusieurs fonctions qui sont altérées. Ça concerne la mémoire à court terme et long terme, les capacités d'attention et de concentration, la lenteur du traitement de l'information, c'est-à-dire que la personne a besoin de plus de temps pour réaliser la tâche est correcte, mais elle va prendre plus de temps par rapport à des volontaires sains. Il y a également une altération des fonctions exécutives, alors notamment de la mémoire de travail et de la capacité d'inhibition. Ce sont les deux aptitudes cognitives qui sont les plus altérées. Et puis il y a également, à un moindre degré, une altération de la flexibilité et de la planification. Alors, il y a deux principales hypothèses qui expliquent la survenue des troubles cognitifs chez les patients atteints de fibromyalgie. La première, c'est la théorie des ressources attentionnelles, c'est-à-dire que les ressources attentionnelles sont limitées, la douleur va capturer une grande partie de ces ressources et laisser peu de ressources pour la réalisation des autres activités cognitives. La deuxième hypothèse a trait au mécanisme d'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est une attention accrue du patient sur la douleur et tout ce qui se réfère, les signes, symptômes qui se réfèrent à la douleur, signes, manifestations. Et donc là, ce qui pose problème, c'est la difficulté des patients à réorienter leur attention vers une autre source d'information différente de la douleur. Donc c'est ce qu'on appelle un redéploiement attentionnel qui est mis en cause. Donc ce qui serait intéressant, et ça c'est voilà, ce qui serait intéressant, il y a des problèmes. Bon. Alors après, vous avez différents facteurs qui vont influencer la performance cognitive. Tout d'abord, vous avez des facteurs qui sont indépendants de la fibromyalgie, l'âge, le niveau socio-culturel et la motivation, c'est-à-dire l'effort cognitif engagé pour réaliser la tâche. Ces facteurs ont été peu pris en compte par les études. Et puis, vous avez des facteurs qui sont dépendants de la fibromyalgie, tels que la fatigue, le sommeil, les troubles de l'humeur, l'anxiété et les traitements médicamenteux. En ce qui concerne les traitements médicamenteux, leur effet a été peu ou pas évalué dans les études. Dans certaines études, l'effet du médicament n'a pas été évalué. Tandis que dans d'autres, on a évalué l'effet du médicament, mais et ces études ont montré des résultats hétérogènes, à savoir qu'il peut y avoir un retentissement négatif, délétère des traitements sur les fonctions cognitives. À l'inverse, d'autres études montrent qu'il y a une amélioration des performances lorsqu'il y a un traitement, notamment parfois morphinique. Alors, autre facteur qui est important et qui est fortement associé à la survenue des troubles cognitifs, bien sûr, c'est la douleur et son intensité. Plus l'intensité de la douleur est élevée et plus les troubles cognitifs seront importants. Et derrière, il y a bien sûr un effet de la fatigue, des troubles du sommeil et des troubles anxio-dépressifs sur la performance, mais leur effet est de moindre intensité par rapport à la douleur. Alors,
au niveau des recommandations, il serait bien de valider des outils de dépistage permettant d'identifier les patients avec des troubles cognitifs sévères, modérés, de manière à adapter la prise en charge. C'est-à-dire que la personne qui a des troubles de la mémoire, qui va consulter son médecin généraliste et qui a des troubles de la mémoire, elle va avoir des difficultés à intégrer les consignes thérapeutiques du médecin, et donc cette difficulté peut altérer les chances de guérison ou retarder la guérison. Au niveau des questionnaires, c'est intéressant d'élaborer des nouveaux questionnaires qui seraient spécifiques de la fibromyalgie, validés en langue française, parce qu'actuellement, on fait des emprunts, c'est-à-dire qu'on utilise des questionnaires qui ont été développés dans d'autres pathologies chroniques. Et puis l'intérêt des questionnaires également, ça serait de permettre d'évaluer le fonctionnement cognitif en lieu et place du bilan neuropsychologique, qui est beaucoup plus long à faire passer et qui est le domaine de spécialistes de la cognition. D'autre part, la deuxième recommandation, ça serait d'évaluer l'efficience intellectuelle. Donc, par exemple, par un petit outil MMS, MoCA, avant la prise en charge, notamment lorsqu'il y a une prescription de thérapie comportementale et cognitive, parce que les troubles cognitifs vont modifier, altérer éventuellement la prise en charge, c'est-à-dire qu'au niveau de la prise en charge cognitive, va y avoir des tâches cognitives, restructuration cognitive, recherche de solutions alternatives, et quand on a des déficits cognitifs, on va avoir du mal à réaliser ces tâches, et donc ça peut limiter les retombées thérapeutiques pour ces patients. Troisième recommandation, c'est de développer des programmes de rééducation cognitive des troubles, notamment focalisés sur la mémoire de travail, parce que la mémoire de travail, il faut l'imaginer comme étant comme un socle sur lequel s'appuient d'autres fonctions cognitives telles que le raisonnement, le calcul mental, la mémoire à long terme. Et si on arrive à améliorer les performances de la mémoire de travail, on va avoir par ricochet une amélioration aussi des autres performances cognitives. Alors, je voulais aussi préciser pour finir, c'est que tous les domaines de la cognition n'ont pas été évalués chez les patients atteints de fibromyalgie. Vous avez par exemple la mémoire prospective, c'est-à-dire ne pas oublier de se rappeler, de réaliser une activité prédéterminée, c'est-à-dire je sors de chez moi le matin et je me dis, il ne faut pas que j'oublie d'acheter une baguette de pain avant de rentrer au domicile ce soir. Donc ça, c'est de la mémoire prospective, et cette mémoire prospective, elle n'a pas été évaluée. Pourtant, elle a un rôle majeur dans tout ce qui va être activité de vie quotidienne et notamment tâches professionnelles. Après, on a peu de retours sur l'évolution des troubles cognitifs à long terme. Et ça, c'est une recommandation forte, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre en place des études prospectives et longitudinales pour voir quelle va être l'évolution de ces troubles cognitifs sur le long terme. Je vous remercie. Bonjour, alors je suis chargée. Bonjour, je suis chargée donc de présenter les caractéristiques du syndrome dit de fibromyalgie chez les enfants et les adolescents. Je suis donc pédiatre spécialiste de la douleur. Je travaille au centre de la douleur de Trousseau et j'ai été accompagnée dans ce travail d'une rhumatologue pédiatre, Dr Perrine Dussert, qui n'a pas pu être là aujourd'hui.
Alors, quand nous nous sommes penchés sur ce sujet, plus en détail, puisque l'expertise, vous l'avez compris, c'est une analyse de la littérature, nous nous sommes très vite rendus compte que la désignation de ce syndrome chez les jeunes posait problème dans la littérature, puisque nous avons trouvé très peu d'études concernant spécifiquement le syndrome de fibromyalgie chez les jeunes. Par contre, il y a énormément de littérature sur les douleurs chroniques diffuses, les douleurs musculo-squelettiques. Donc, d'emblée, on s'est dit qu'il y avait sans doute un parti pris des auteurs pour décrire des jeunes, des enfants ou des adolescentes qui ont des douleurs chroniques diffuses en les appelant fibromyalgie ou en ne les appelant pas fibromyalgie. Donc effectivement, on a une centaine à peine de publications concernant tous les aspects de ce syndrome de fibromyalgie, si on se concentre sur la littérature spécifiquement avec ce mot-clé. Eh bien, on a à peine une centaine d'études et la moitié est produite par la même équipe. C'est donc l'équipe de Kashikarsuk à Cincinnati qui suit une cohorte. Elle a commencé à publier en 2002 avec à peine une vingtaine de patients et elle publie encore l'année dernière, donc à peu près 2 à 5 papiers par an, dont le premier auteur est bien sûr un doctorant en général, et qui étudie cette cohorte sous de multiples aspects et également avec des essais thérapeutiques qui peuvent concerner une partie seulement de la cohorte. Et de temps en temps, il y a quelques patients de services de rhumatologie voisins dans l'Ohio ou le Kentucky qui se joignent à cette cohorte pour certaines études thérapeutiques. Donc vous voyez tout de suite que ce qui nous a frappé d'emblée, c'est non seulement qu'il y avait peu de littérature, mais que de plus, elle était peut-être non reproductible, puisque émanant quasiment presque toutes de la même équipe, qui vraiment décrit minutieusement ces jeunes depuis une vingtaine d'années. Deuxième point, c'est que les critères utilisés dans ces études sont en fait des critères initiaux qui, donc Jean-Jacques Dubos vous l'a expliqué, sont devenus tout à fait obsolètes et ne sont plus retenus aujourd'hui pour décrire ce syndrome. En effet, Yunus et Mazzi, donc avant, c'était les débuts de l'appellation syndrome de fibromyalgie dans les années 80, chez l'adulte d'abord, puis chez l'enfant. C'était des rhumatologues d'adultes qui ont été consultés pour des jeunes dont ils se sont dit, on dirait, des fibromyalgiques adultes. Et donc, ils ont fait une première publication en 85. Ils ont décrit 33 jeunes adolescents d'une moyenne d'âge de 15 ans et donc une grande majorité de filles, pour laquelle les symptômes avaient commencé depuis 3 à 12 mois. Et ils les ont comparés à 33 de leurs camarades d'école. Et ces patientes donc, avaient des douleurs musculo-squelettiques, évidemment, diffuses, à plus de 3 régions, et au moins 4 points dits sensibles. Vous savez, les fameux points à la pression. Ils avaient des sensations de raideur pour une grande majorité, des impressions de gonflement articulaire, une sensation générale de fatigue pour la majorité, 91%, et puis les 2/3 des troubles du sommeil et 100% se réveillaient fatigués. Vous me direz que c'est fréquent à l'adolescence, mais c'était 48% seulement chez les contrôles. Donc, enfin, une moitié avait des maux de tête, 1/3 des signes digestifs, 70% se décrivaient comme anxieux et plus de la moitié comme déprimés. À partir de la description de cette petite cohorte, à la fin de leur papier, ils disent, eh bien, on propose que finalement, les critères suivants soient acceptés. Donc, vous voyez, il n'y a pas de validation, il n'y a pas vraiment d'études telles qu'aujourd'hui on le ferait pour définir des critères de diagnostic. Il dit, donc, on propose que les critères soient les suivants. Une douleur musculo-squelettique depuis plus de 3 mois, touchant plus que 3 sites, avec un certain nombre de points douloureux, et puis de critères de type trouble du sommeil, asthénie, etc.
Voilà. Alors les pédiatres à cette époque, les premiers centres de la douleur et des rhumatologues ont commencé à utiliser ces critères qui étaient en fait la simple description de la cohorte initiale. Ensuite, quand l'American College of Rheumatology, vous l'a expliqué, a publié des critères plus validés en 90, eh bien, ces critères ont été aussi adoptés par un certain nombre d'équipes. En fait, il y a moins de 10 équipes qui ont publié sur la fibromyalgie et elles utilisent toutes soit les critères dits de Yunus et Massey, donc qui n'ont jamais été vraiment des vrais critères de diagnostic, soit c'était des critères descriptifs d'une petite population de patientes, et soit les critères de 90, avec donc simplement la présence de douleurs qui touchent les deux hémicorps, au-dessus et au-dessous de la taille, et avec une atteinte de douleur axiale aussi au niveau du rachis, et la présence d'au moins 11 points douloureux. Donc vous voyez, on était très fixé sur ces points douloureux. Et les pédiatres ont gardé ça en mémoire. Ils voient très peu ce genre de patients. Et finalement, ils n'ont guère vu passer, je dirais, peut-être les critères suivants. Ils ne se sont pas trop adaptés, puisque maintenant, on parle simplement de régions douloureuses associées à un certain nombre de symptômes, comme vous l'a expliqué Jean-Jacques Dubost. Et ce fameux continuum de symptômes d'intensité variable qui permet, à partir d'un certain niveau défini donc par les critères de l'ACR 2016, de porter ce diagnostic, finalement, n'est jamais utilisé par les rares études pédiatriques. Ce qui fait que la recommandation, aujourd'hui, ce serait peut-être de tester les nouveaux critères de diagnostic adultes chez les jeunes, pour voir quelle est leur valeur quand les jeunes ont des douleurs musculo-squelettiques diffuses. Est-ce qu'on peut isoler un petit groupe de patients qui auraient effectivement une maladie qui ressemble à celle de l'adulte? La littérature a été analysée par d'autres équipes, et en particulier tout récemment par l'équipe allemande de Zernikow, qui est la grosse équipe qui publie sur la douleur chronique en Allemagne, chez l'enfant. Et après avoir analysé cette littérature, ils ont réuni un consensus d'experts, pédiatres, rhumatologues et spécialistes de la douleur, pour savoir si on devait ou non appeler ces jeunes sous le nom de fibromyalgie. Et finalement, la recommandation de ce groupe d'experts en 2018 a été de ne pas distinguer au sein des jeunes qui ont des douleurs musculo-squelettiques diffuses un panel de jeunes qui auraient une fibromyalgie. Ça va être donc, vous l'avez compris, notre recommandation également. Alors, qu'est-ce que les éléments quand même sur ces fameuses études des échantillons pédiatriques? Au niveau de l'épidémiologie, on a 4 enquêtes de prévalence qui ont été faites essentiellement dans les années 90. L'une en Israël, l'autre en Italie dans une ville, à Menton. Ensuite, il y a aussi une étude au Mexique. Et puis, il y a effectivement une équipe de rhumatologues mexicains qui publie là-dessus. Et puis, une dernière, plus récente, en Turquie. Alors, ces études ont lieu dans des collèges en général ou des écoles où les jeunes remplissent un questionnaire. Est-ce que tu as mal dans les muscles, les articulations, au moins une fois par semaine, par exemple. Et on arrive comme ça à des pourcentages très élevés. Cependant, dans la plupart de ces enquêtes, les jeunes sélectionnés par questionnaire étaient ensuite examinés à la recherche des fameux points sensibles. Donc on a vu que ces points sensibles aujourd'hui n'étaient plus un critère diagnostique. Et on est arrivé dans des cohortes qui allaient de 300 collégiens jusqu'à 1000 environ. Eh bien, on a eu des pourcentages allant de 1,2 à 6%. On a tout de suite pensé à une surreprésentation parce qu'on sait qu'il y a plusieurs biais possibles. Le biais des critères diagnostiques, bien entendu, mais il y a aussi le biais de la méthodologie, puisque les jeunes étaient recrutés sur questionnaire, et il y a de multiples causes de douleurs musculo-squelettiques dans la jeunesse, en particulier toutes les courbatures liées à l'activité sportive ou les ostéochondrites de croissance. Enfin, il y a de multiples causes d'avoir mal, ce qui fait qu'un jeune peut cocher « oui, j'ai mal une fois par semaine ».
et c'est d'ailleurs une problématique générale des enquêtes de prévalence de la douleur chronique, chez l'adulte aussi, mais je connais bien la littérature pédiatrique, où quand on retrouve des fréquences allant jusqu'à 40% de douleurs musculo-squelettiques chroniques chez les jeunes dans des vastes enquêtes. De la même façon, il y a des cohortes de patients, de jeunes qui sont suivis pour leur santé. Il y en a 5 ou 6 actuellement en cours de par le monde. Certaines vont jusqu'à 400 000 enfants qui donnent, donc leurs parents donnent des nouvelles de leur santé, si je puis dire, remplissent des évaluations tous les 2 à 5 ans. Eh bien, on arrive à effectivement, là aussi, aux alentours de 30 à 40% de jeunes qui ont régulièrement, plus d'une fois par mois ou plus d'une fois par semaine, des douleurs, en particulier rachidiennes. Alors, vous voyez que les études de prévalence sont vraiment très contestables. On peut peut-être se reporter aussi à la première étude de Wolf chez des jeunes adultes. Il y avait 3000 jeunes adultes qui avaient été étudiés et il y en avait 0,9% qui rentraient dans des critères de la fibromyalgie. À l'époque, c'est une étude un peu ancienne. Alors, on est donc dans une difficulté à identifier ces patients en population générale. Et c'est sûr qu'entre un ado qui dit j'ai mal au dos régulièrement, et ce qui est quand même très fréquent, et un ado gêné par des douleurs avec une demande de soins, eh bien, il y a une grosse différence qui demanderait à être mieux cernée. Alors, les quelques cohortes descriptives, alors ce tableau, vous voyez, on a un petit peu du mal à le lire, mais il y a effectivement 5 cohortes descriptives qui vont, alors celle de 5 patients, on va la laisser tomber, mais les autres vont jusqu'à 150 patients, en particulier la cohorte d'Eraso, qui a étudié à la Nouvelle-Orléans en rhumatologie pédiatrique, donc des enfants qui avaient des douleurs musculo-squelettiques chroniques et qui pouvaient rentrer dans les critères diagnostiques toujours de l'ACR 90. Donc avec des troubles du sommeil qui sont très fréquents, avec une fatigue également quasiment dans la majorité des cas. Les troubles de l'humeur et de la santé mentale ont été relativement peu explorés dans ces études. Il y a quelques équipes quand même qui ont fait des tests plus précis sur l'anxiété et la dépression qui varient de 50 à aux alentours de 50%, plus, moins selon les études, parfois beaucoup moins. Bon, alors là, on a aussi des questions de méthodologie. Pour les fonctions cognitives, alors ça n'apparaît quasiment pas dans les séries pédiatriques. Il semble que les jeunes ne s'en plaignent pas. Et donc, il n'y a pas eu tellement d'études. Il y a peut-être une petite étude. Donc, on n'a pas de conclusion possible sur l'altération des fonctions cognitives chez les jeunes. Alors, le devenir de ces jeunes, eh bien, il y a peu de travaux. Sur les comorbidités. Il y a quand même pas mal d'associations décrites avec les formes d'hypermobilité articulaire. Donc vous savez qu'il s'agit de syndrome du spectre de l'hypermobilité ou de l'hypermobilité bénigne, donc des formes non génétiques du syndrome d'Ehlers-Danlos, des formes simplement avec une hypermobilité. Effectivement, il y a des tableaux, ça se recoupe. En tout cas, ce qu'on voit, nous, en consultation, c'est des jeunes qui arrivent avec un diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos qu'ils n'ont pas et qui ont des douleurs diffuses, mais qui n'ont pas non plus les critères formellement, forcément de fibromyalgie. C'est un diagnostic qui est très, très évoqué aujourd'hui, avec d'autres aussi, comme le Lyme chronique ou des choses comme ça. Alors, les diagnostics différentiels se posent, c'est celui d'une douleur chronique musculaire, on va dire inexplicable par une maladie sous-jacente. Donc, souvent, les patients les plus sévères qui nous sont référés au centre de la douleur ont déjà été explorés par différents spécialistes. Et on se trouve donc avec des douleurs musculo-squelettiques diffuses, inexpliquées. Et on a peu d'autres travaux. Alors, les facteurs psychosociaux ont été
pas mal exploré quand même dans les quelques cohortes disponibles. Et il y a un certain nombre de facteurs qui favorisent, qu'on retrouve dans ces cohortes, incluant donc de contexte familial, un antécédent d'expérience douloureuse, voilà, donc un événement douloureux somatique qui ensuite va être suivi de douleurs chroniques, des traumatismes plus globaux de type violence, sévices, abus physiques, abus sexuels, qui sont retrouvés dans les antécédents de quelques patients, et puis une labilité émotionnelle, avec une perte du contrôle émotionnel. Un certain nombre de, bien sûr, quelques études ont retrouvé un seuil de douleur abaissé, on le reverra à la physiopathologie cet après-midi, et puis des caractéristiques qui d'un handicap croissant, c'est pour ça qu'on en arrive à l'évolution, donc avec un retentissement important de type absentéisme scolaire. Alors l'absentéisme scolaire est un élément très important dans le retentissement et les conséquences. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas d'éléments sur les capacités cognitives, parce qu'il y a l'absentéisme scolaire qui de toute façon est sur le devant de la scène, avec une moyenne de 5 jours et demi par mois d'absence dans un certain nombre de cohortes, ce qui finalement est ce qu'on retrouve dans toutes les cohortes de douleurs chroniques qui consultent dans les centres de douleurs chroniques de l'enfant ou de l'adolescent. Et c'est un élément essentiel. Alors on retrouve aussi un facteur de parents atteints de douleurs chroniques et de parents atteints de syndrome de fibromyalgie dans un certain nombre de cas. Alors il y a quelques cohortes sur l'évolution et vous voyez les chiffres, c'est évidemment très surprenant, 0 à 79% dites de guérison. Alors, il y a quelques papiers de suivi à 1 ou 2 ou 3 ans. Et puis, il y a toujours la cohorte de Madame Kachikarsuk qui a été republiée plusieurs fois. Et la dernière fois en 2019. Et là, elle fait état environ, donc sur 116 jeunes diagnostiqués en moyenne à 15 ans, qui sont revus à 19, 22 et 24 ans pour 86 d'entre eux, toujours avec les fameux critères diagnostiques de 2010. Eh bien, il y en a à peu près une grosse moitié qui gardent des symptômes pouvant rentrer dans ces critères-là. Donc, vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Elle ne parle pas de guérison, mais elle parle de formes subcliniques, c'est-à-dire que ces jeunes vont se plaindre encore un peu de quelques douleurs, mais l'handicap qu'ils avaient connu auparavant et l'ensemble des symptômes n'est plus du tout le même. Alors sur le plan thérapeutique, ce sera décrit cet après-midi avec les ensembles de mesures thérapeutiques. C'est toujours la même cohorte chez lesquelles quelques médicaments ont été testés, inefficaces, et puis l'activité physique seule ou les méthodes psychothérapeutiques seules n'ont pas trouvé dans cette cohorte de Cincinnati d'efficacité, mais l'association, oui, donne une amélioration sur du long terme. Donc la recommandation, c'est bien sûr de mettre en place un accompagnement thérapeutique multimodal avec une attention particulière aux aspects psychosociaux de cette famille, puisqu'on sait que, comme dans toutes les douleurs chroniques, on retrouve effectivement dans ces cohortes-là des dysfonctionnements familiaux, des familles assez perturbées, conflictuelles. Et puis, il serait utile d'avoir un suivi évolutif à plus long terme avec à la fois des cohortes de douleurs musculo-squelettiques chroniques et puis peut-être ceux qui sont les plus atteints. Dans notre pratique en centre de la douleur ou dans notre pratique en rhumatologie pédiatrique, en fait, on s'aperçoit que les patients qu'on voit avec des douleurs musculo-squelettiques diffuses ne rentrent pas vraiment dans le cadre diagnostique proposé de fibromyalgie et nous proposons donc, à la suite donc, des recommandations allemandes, de ne pas les étiqueter ainsi, ce qui pourrait, comme on l'a dit, entraîner une étiquette diagnostique
iatrogène, en enfermant le jeune dans une perspective de vie avec la fibromyalgie, alors qu'on sait qu'il y a une très grande plasticité dans l'enfance ou l'adolescence pour tous ces symptômes dits fonctionnels. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il manque les applaudissements de fin. On a l'habitude de ça habituellement. Mais bon, je suis sûre que le cœur y est pour ceux qui assistent à cette présentation. En tout cas, je l'espère. Il y a de nombreuses questions. Merci aussi pour votre grande activité sur les réseaux sociaux. Donc, je vais essayer de les trier. Je ne suis pas certaine qu'on puisse tous les aborder. Mais on va essayer de faire au mieux. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de questions sur la problématique du diagnostic différentiel et de fibromyalgie concomitante. Donc, notamment, il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment différencier la fibromyalgie d'une spondyloarthrite ou alors d'une sclérose en plaques, d'une maladie de Lyme ou encore d'une polyarthrite rhumatoïde. Donc je suppose que ça sera Jean-Jacques qui va répondre. Et oui, c'est tout l'aspect, toute la difficulté. Effectivement, c'est dans ces douleurs diffuses, de tas de maladies sont possibles. Et ce qui complique encore, c'est que ça peut être associé. C'est-à-dire qu'on peut avoir une fibromyalgie plus une autre maladie. Et ça peut être extrêmement compliqué de faire la part des choses. Alors, ça dépend des maladies sous-jacentes, mais des fois, c'est assez facile. Dans la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, il y a normalement des signes objectifs qu'on peut voir, des gonflements articulaires, d'inflammation, des choses comme ça. La sclérose en plaques, je ne suis pas neurologue, mais là également, on a des critères objectifs qui permettent de faire des diagnostics, éventuellement en s'aidant d'examens complémentaires. Là où on peut être un peu plus en difficulté, c'est dans d'autres rhumatismes comme les spondyloarthrites. Parce que autant les diagnostics de spondylarthrite à une époque étaient clairs, mais quand on a voulu élargir le spectre et mieux connaître les spondyloarthrites, on s'est aperçu qu'il y a des formes récentes pour lesquelles on peut manquer de données objectives et ça peut poser un problème diagnostique. Surtout d'ailleurs du fait des spondyloarthropathies où les critères diagnostiques ont tellement évolué qu'ils sont maintenant un peu critiqués, mais c'est quelque chose qui est en évolution. Donc faire la différence peut être difficile et c'est pour ça que quelquefois c'est là où le rhumatologue en fait peut être utile pour essayer d'une part de faire le diagnostic différentiel, mais surtout quand il y a une association des deux, ce qui n'est pas rare, d'essayer de faire la part des choses en traitant pour les rhumatismes inflammatoires, en ne mettant pas sur le dos du rhumatisme des symptômes qui sont dus à la fibromyalgie, parce qu'on sera toujours en échec dans cette situation. Il y a également, en fait, pour continuer sur le diagnostic, des personnes qui se demandent si finalement les points de pression sont encore ou pas des critères de diagnostic et qui fait suite un peu à cette question s'il y a un examen clinique clair qui permet de confirmer le diagnostic de fibromyalgie. Alors, les points douloureux à la pression, oui, enfin, moi je continue de les utiliser, mais ce n'est pas un élément essentiel parce qu'on a vu, ils sont peu reproductibles, c'est très fluctuant dans le temps, ça dépend d'une personne à l'autre, chez une même personne dans le temps. Et puis en plus, les femmes sont beaucoup plus sensibles à la pression que les hommes, ce qui gêne certainement le diagnostic de fibromyalgie chez l'homme. Donc c'est un élément, mais qui me paraît assez accessoire. Et puis vous aviez... Donc un examen clinique clair oui. pour diagnostiquer la fibromyalgie. Aucun examen, des tests ont été proposés, mais non, pour le moment, ne sont pas validés. Donc il n'y a aucun examen. L'examen clinique, il est indispensable, mais il est là pour vérifier que tout est normal. Tout doit être normal, à part ces points douloureux à la pression, mais tout le reste de l'examen doit être normal, encore faut-il le vérifier. Okay. Il y a à peu près l'équivalent de cette question chez les jeunes, notamment sur la différence entre fibromyalgie et le syndrome d'Ehlers hypermobile, puisqu'une personne dit qu'elle a été reconnue syndrome d'Ehlers dans l'os, pardonnez-moi, hypermobile, et elle aimerait comprendre la différence avec la fibromyalgie.
Alors, c'est vraiment les limites de la classification. C'est-à-dire que dans le véritable syndrome d'hyperdenlose, donc avec une hypermobilité articulaire reconnue, eh bien, il peut, ce n'est pas systématique, mais il peut y avoir des douleurs chroniques périarticulaires, plus ou moins envahissantes, et qui peuvent être abordées d'une autre manière, c'est-à-dire que s'il y a douleur chronique envahissante, eh bien, on va peut-être effectivement, chez un certain nombre de patients, trouver une hypermobilité articulaire comme facteur favorisant. Donc, on tourne un peu en rond. Les limites des deux diagnostics sont probablement un petit peu floues. Moi, je retiendrai plutôt comme s'il y a un score de Baton véritablement élevé, sachant que les enfants ont quand même déjà normalement une hypermobilité, une laxité articulaire. Je retiendrai comme un facteur favorisant les douleurs si les symptômes rentrent dans le cadre d'un nerf dans l'os, il y a peut-être un suivi spécifique par des équipes spécialisées à promouvoir. Mais s'il y a dans une simple hypermobilité, je dirais, avec des douleurs, la thérapeutique va être exactement comme dans toutes les douleurs chroniques musculo-squelettiques, un traitement multimodal abordant tous les facteurs psychosociaux d'aggravation de la situation, ainsi que les facteurs somatiques comme l'hypermobilité, par exemple. Donc avec des thérapeutiques qui vont associer physiothérapie et prise en charge globale corporelle ou psychocorporelle. Ok, pour continuer chez les enfants, il y a une question qui demande à quel âge et comment on peut les diagnostiquer sans les pénaliser pour leur futur. Alors, au cours de cette expertise, on a commencé, donc, comme je vous l'ai dit, à étudier la littérature où on parlait de fibromyalgie juvénile. On a vu que cette littérature est extrêmement pauvre, donc on s'est posé des questions et on a bien sûr élargi la littérature que nous avons analysée aux douleurs chroniques musculo-squelettiques qui, elles, bénéficient d'une très large littérature. C'est finalement les patients que nous voyons dans les équipes douleurs de par le monde, si on exclut les céphalées, qui sont la première cause de douleurs chroniques chez l'enfant. Alors, ces douleurs musculo-squelettiques diffuses sont décrites avec les mêmes signes, finalement, que les petites cohortes décrites sous le nom de fibromyalgie. Ce qui fait que nous ne voyons aucun avantage à porter le diagnostic de fibromyalgie dans l'enfance et jusqu'à l'âge adulte. On bénéficie d'une période sans doute de haute plasticité dans la jeunesse, qui fait que même si ces douleurs ne disparaissent pas complètement, elles vont devenir gérables, elles vont devenir des petites douleurs qui persistent, mais sans entraver la vie, comme elles avaient pu le faire à un moment de l'adolescence où elles étaient devenues très envahissantes dans un contexte particulier, sans doute, en particulier le contexte de séparation, individuation de l'adolescence, quand il faut effectivement devenir autonome. Et puis, suivant également des éléments personnels de vie. Alors, c'est pour ça que nous nous déconseillons absolument de porter ce diagnostic avant une vingtaine d'années, je dirais, s'il faut être précis. Ok, merci. Il y a également des questions sur les fonctions cognitives et le sommeil, donc on va passer un peu sur cette problématique pour être sûr d'avoir un peu tout abordé. Donc on va commencer par le sommeil. Donc la première question toute simple, est-il recommandé de faire un diagnostic du sommeil, donc je suppose une évaluation du sommeil lorsqu'on est diagnostiqué fibromyalgique? Oui, il est possible de le faire. Je ne sais pas s'il faut le faire absolument systématiquement lorsqu'on a un diagnostic de fibromyalgie, mais enfin, je pense qu'il faut une évaluation clinique précise afin de repérer tous les signes cliniques qui peuvent faire évoquer un trouble du sommeil important. Je ne pense pas que de devoir
que toute personne fibromyalgique nécessite un enregistrement de sommeil. Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire, mais qu'il y ait une évaluation par un spécialiste ou quelqu'un qui connaisse un peu les troubles du sommeil cliniques, qui va ensuite évaluer si c'est nécessaire d'aller jusqu'à l'enregistrement de sommeil. D'accord. Et si nécessaire, il y a des personnes qui demandent s'il existe des centres spécifiques aux troubles du sommeil qui sont rattachés à la fibromyalgie. Il y en a quelques-uns qui s'y intéressent, mais normalement, dans tous les centres de sommeil, les médecins connaissent suffisamment la fibromyalgie pour pouvoir évaluer correctement le trouble du sommeil. Ok, il y a une personne qui, à l'inverse, dit qu'elle a des troubles du sommeil, mais finalement pas du sommeil non réparateur, mais au contraire une hypersomnie. Donc elle voulait savoir si c'est finalement fréquent dans la fibromyalgie ou pas. Non, c'est pas fréquent dans la fibromyalgie. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas un syndrome d'apnée du sommeil, puisque quand il y a un syndrome d'apnée du sommeil, il y a une fragmentation du sommeil, donc tendance à dormir plus pour essayer d'avoir du sommeil correct finalement. Sinon, il faut dans ce cas-là quand même vraiment consulter, parce que ça n'empêche pas d'avoir une hypersomnie associée à cette fibromyalgie, et il faut revoir les traitements s'il y a des traitements médicamenteux, puisqu'il y en a qui peuvent favoriser l'hypersomnie également. D'accord, donc ne pas oublier les troubles qui ne sont pas systématiquement directement associés à la fibromyalgie. Il faut pouvoir les soigner également. Concernant les troubles cognitifs, il y a des questions qui ont beaucoup de cœur aussi, donc je vais essayer de les retrouver. Voilà. Alors, est-ce que les troubles cognitifs observés dans la fibromyalgie sont-ils une cause ou une conséquence de la fibromyalgie ? Ben, ça, c'est tout le problème de beaucoup de symptômes associés à la fibromyalgie, l'œuf et la poule. Donc, on a des difficultés à y répondre. C'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais la forte recommandation de mettre en place des études longitudinales et prospectives et longitudinales pour essayer de répondre à cette question. Ok, Ouais. merci. Et il y en avait une autre que je recherche encore, qui était, je la retrouve plus. Ah oui. Donc une personne qui dit qu'elle a un certain nombre de patients fibromyalgiques adultes qui étaient dans l'enfance des très bons élèves, voire même des probables hauts potentiels. Ouais. Et elle voulait savoir si finalement c'était fréquent, si vous aviez cette notion. De fréquence. Non, parce que comme j'ai oublié ton prénom, Elisabeth, comme Elisabeth a dit, il n'y a pas beaucoup d'études concernant les jeunes patients. Les peu d'études qu'il y a, c'est juste pour savoir s'ils sont déscolarisés ou s'ils sont en difficulté donc scolaire. Et à côté de ça, il y a rien, il y a quasiment rien au niveau des études nous permettant de répondre à ces questions. Ça, justement, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir développer dans les années qui vont venir. C'est-à-dire, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas d'outils aussi et pour évaluer ces jeunes patients. Et puis aussi, il n'y a pas de professionnels qui soient à la fois spécialistes de la neuropsychologie du développement et de la douleur. Donc, manque d'outils, manque de professionnels, tout ça fait que ça explique aussi pourquoi il n'y a pas d'études ou très peu d'études mal menées, mal conduites et qui datent. En fin de compte, si la personne est intéressée, elle peut aller voir un article qui date de 1994, qui a été écrit par Bell. C'est une méta-analyse, enfin non, pas une méta-analyse, une revue systématique de la littérature. Et c'est des études pour lesquelles il y a énormément de biais méthodologiques. Donc je ne peux pas répondre à sa question. Et en plus, je ne travaille pas avec des jeunes patients, je travaille qu'avec des adultes. Ok, mais effectivement, il me semble que dans l'expertise, il y a une recommandation sur cette évaluation chez les jeunes. Ouais. Ça, on revient peut-être un peu plus, enfin pas sur la clinique, mais sur fibromyalgie et autres pathologies. Une personne demande si la fibromyalgie peut cacher une maladie inflammatoire de style polyarthrite rhumatoïde, mais cette fois en devenir, qui va se développer. De savoir donc si la fibromyalgie peut précéder ou prédire.
Non, on ne peut pas dire ça. Je crois que ce sont des entités complètement différentes. Ce qui se pose souvent, par contre, c'est de savoir l'aspect chronologique entre fibromyalgie et polyarthrite rhumatoïde. On a l'impression quand même que le plus souvent, c'est la polyarthrite rhumatoïde qui commence, et puis par la suite vient des douleurs diffuses qui ne sont pas liées directement à la polyarthrite rhumatoïde, et on explique ça par des phénomènes de sensibilisation centrale ou des choses comme ça. Mais il existe également la situation inverse où clairement on a un patient qui a une fibromyalgie et chez ce patient va apparaître une polyarthrite rhumatoïde. Mais aller plus loin, là on ne peut pas dire que l'un favorise l'autre. Ok, merci. Il y a beaucoup aussi de questions sur l'hérédité, mais on l'abordera peut-être cet après-midi dans tout ce qui est physiopathologie. Également sur des marqueurs ou pas biologiques, mais de même il y aura une session dédiée à ça cet après-midi, donc les questions seront rapportées à cette session-ci. Encore une question sur les enquêtes. Je crois qu'elle a été posée au moment de la présentation chez les enfants. Il voulait savoir s'il y avait une distinction dans ces enquêtes entre les filles et les garçons. Donc je suppose sur les enquêtes de prévalence. Alors dans les enquêtes de prévalence, il y a toujours une majorité de filles quand c'était des enquêtes vraiment décidées à trouver les jeunes qui seraient atteints de fibromyalgie dans un collège ou dans une ville. Donc là, il y a toujours chez des jeunes en général qui ont entre 10 et 15 ans au moment de l'enquête. Oui, il y a toujours une très forte proportion de filles. Je vous rappelle que c'était toujours avec les critères ACR 90. Avec donc même parfois des dolorimètres pour trouver les points sensibles. Après, dans les consultations de la douleur chronique en général, il y a un petit peu plus de filles aussi en consultation pour toute cause confondue, pour la douleur chronique de l'enfant ou de l'adolescent. Ok, merci. Justement, mais est-ce qu'il a été décrit quel est le taux d'adolescents qui ont été diagnostiqués syndrome fibromyalgique, qui ont un parent diagnostiqué lui-même fibromyalgique? Alors, il y a très peu d'études là-dessus. Il y en a quelques-unes. Et les taux sont variables entre 1/3 et 2/3, je dirais, de mémoire. Là, il faudrait que je retrouve les études. Voilà. Mais ça se retrouve aussi toutes causes de douleurs chroniques confondues. On retrouve très souvent un parent douloureux chronique chez les jeunes qui consultent pour douleur chronique, quelle que soit la localisation de la douleur. Encore une question cette fois avec la relation entre fibromyalgie ou intensité des douleurs, je suppose, et d'autres symptômes avec les hormones. C'est une personne qui dit qu'étant petite, elle avait beaucoup de douleurs diffuses et migrantes qui ont disparu avec la puberté et là, avec la ménopause, elles reviennent. Donc elle voulait savoir s'il était connu, ces personnes souhaitent savoir, je suppose, s'il existe ou si on connaît une relation entre hormones sexuelles et sévérité de la fibromyalgie. Alors moi, je ne me sens pas compétent. A priori, non. Par contre, on sait bien qu'il y a le syndrome climatérique qui a été décrit, la privation en œstrogène. On a certains traitements, notamment des traitements qu'on donne, des traitements hormonaux du cancer du sein, qui entraînent un manque rapide d'œstrogène. Et on sait que tout ça, ça cause un certain nombre de signes fonctionnels, des douleurs diffuses. Alors c'est probablement différent de la fibromyalgie, mais ça rappelle certains signes. Ok, il y a également une question, peut-être qu'on pourra aussi l'aborder cet après-midi, mais qui est sur l'âge moyen de déclenchement d'une fibromyalgie. Il me semble que l'âge moyen de la vie, je dirais. Non, ça peut débuter à n'importe quel âge, vers la trentaine souvent, mais avec une fréquence qui augmente. Mais je crois qu'il va y avoir
une communication sur Il y en a une cet après-midi. Ce sera j'avais plus tenté précis la que moi. chance, mais bon. Et peut-être une dernière question, vu le temps. Bon, c'est encore sur la fibromyalgie pédiatrique, mais Elisabeth, tu es l'une des seules expertes sur cette question-là. Donc, tu dis que notamment les enfants souffrent souvent de douleurs diffuses, même sans aucune pathologie sous-jacente. Donc, en fait, la question, c'est à quel moment un parent doit s'alarmer lorsque son enfant se plaint de douleurs chroniques pour aller consulter un spécialiste de la douleur chronique chez l'enfant, pour savoir si c'est normal, entre guillemets, ou pas. C'est un continuum de symptômes qui aboutit à une demande de consultation finalement. Donc je dirais que pour les parents, c'est évidemment quand l'enfant est gêné par ses douleurs qu'ils vont aller consulter. C'est-à-dire qu'il ne veut plus faire de sport, ou il ne veut plus sortir, ou il veut pas marcher, ou il ne veut plus courir, ou des choses comme ça. Quand il y a un handicap qui est lié à ces douleurs, parce que avoir des petites douleurs, c'est quand même très fréquent dans l'enfance ou l'adolescence, et puis c'est banal, surtout avec l'activité sportive, mais même indépendamment, les fameuses douleurs de croissance aussi. Bon, tout ça fait que c'est vraiment la gêne liée à la plainte, qui va être plus ou moins évidemment entendue selon les parents. Et en particulier, on sait que les parents douloureux chroniques entendent beaucoup plus les plaintes de leurs enfants et peut-être les dramatisent. Mais il y a aussi tout simplement le retentissement fonctionnel de la douleur.